Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, en direct du fameux restaurant de Lachenay, situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est l'émission qui, chaque semaine, comme vous le savez, va dans toutes les directions, disponible sur Facebook, sur Kim Arena Flashback. Aujourd'hui, une émission qui couvrira la musique de plusieurs décennies et générations. Nous commençons dans les années 50, 60 et 70 jusqu'à aujourd'hui, 2022. Avec notre deuxième invité, nous allons explorer le dance music de la période après 2000. Notre chroniqueur est parfait pour ce sujet, étant lui-même DJ dans différents clubs et bars. Il représente la nouvelle garde d'artistes DJ et pourra également nous donner ses impressions sur ce qu'il constate sur le terrain en ce presque retour à la normale suite à cette crise interminable qui nous afflige. Donc, nous allons faire la nomenclature des artistes et leurs tubes ayant marqué la période après 2000. Nous recevrons le sympathique DJ Jay Tonic. Mais tout d'abord, notre premier invité, j'avais bien hâte de le rencontrer. Il personnifie d'excellente façon, et ce depuis 45 ans, l'un des personnages les plus importants de l'histoire du rock and roll et de la musique en général. Elvis Aaron Presley nous aura marqué à jamais par sa voix, ses chansons et son charisme incomparable. Notre invité, de son propre aveu, n'est pas vraiment un imitateur, mais plutôt un interprète très inspiré par les différents succès d'Elvis, ayant son propre style bien à lui. Donc, avec nous, un chanteur infatigable, vivant une passion musicale depuis près de 5 décennies, dont la voix est reconnue et unique. Avec nous, l'éternel Scotty Davis. Bonjour, Scotty. Salut, Stevie. Ça va bien? Ça va très bien. Tu as l'air en parfaite forme. Je vais te dire, c'est la première fois que je te rencontre en personne, mais tu as l'air de quelqu'un qui est très en forme. Bienvenue à l'émission. Merci. 45 ans de métier comme interprète, personnificateur d'Elvis, 1720 représentations au cours des 27 dernières années. À ce que je crois, tu vas être bientôt honoré aussi par Elvis Productions. Ma question, pour interpréter avec passion et continuité si longtemps un artiste, il faut vraiment l'adorer ou c'est parce que son style correspondait au tien? Ben, disons qu'au départ, je pense qu'à 14 ans, j'avais déjà une voix muée. Fait que ce qui a fait que... Tu avais déjà une voix d'homme. C'est sûr, j'avais déjà une voix qui était muée. Alors, quand j'ai fait la première fois qu'on m'a donné un 45 tours, c'était Don't Be Cruel d'Elvis. J'ai comme adoré cette chanson, d'autant plus l'interprète. Alors, quand j'ai essayé tout simplement de fredonner cette chanson-là, ben, je l'aimais comme n'importe qui va fredonner une chanson qu'il aime. Ça a donné que j'ai découvert que j'avais une voix qui était vraiment ressemblante. C'est naturel. Oui, c'était au naturel. C'est là que j'ai commencé à vouloir apprendre d'autres chansons et devenir plus intéressé par le sujet. Ben oui, parce que c'est un sujet qu'on va explorer de long en large. On va se transporter en août 1977. Moi, je me rappelle très bien où j'étais quand Elvis est décédé. Tu étais où quand il est décédé? Parce que toi, ça t'a marqué au point qu'en septembre, le mois suivant, c'est là que tu as commencé à le personnifier. Oui, bien, au départ, déjà, moi, j'étais comme en appartement. Je venais de débuter ma premier appartement. Puis ça faisait déjà 6 mois que je prévoyais penser à aller faire un tour à Memphis puis aller rencontrer le King lui-même. Ah ouais? Et puis, du jour au lendemain, la nouvelle est tombée. C'était comme une brique, un fanal. J'ai vraiment c'était comme très douloureux. Pour moi, là, ça faisait fort. Comme plusieurs. C'était comme, pour moi, c'était déjà un idole que je personnifiais. Okay. Je chantais déjà ces chansons à partir de l'âge de 14 ans. À 17 ans, je me prépare pour aller à Memphis, puis ce qui n'est jamais arrivé. C'est un des grands regrets de ta vie, peut-être, en quelque part? Oui, puis je te dirais que ça fait quoi? En 97, 98, 99, je suis allé à Memphis. Alors, c'était tard pour moi. Oui, c'est ça. Ce que j'aurais voulu vivre à l'époque, à 17 ans. Ouais. Donc, toi, tu as été influencé aussi par ta mère qui chantait. Oui. Donc, la musique, comme tu le dis si bien, ta voix était déjà muée à 14 ans. Mais l'influence parentale est un petit peu pour cause dans tout ça. Oui, bien, maman était déjà chanteuse aguerrie. Elle déjà, je pense qu'elle est venue au monde avec la chanson. C'était comme ça. Puis, j'avais quoi? À ma connaissance, peut-être 2-3 ans. J'étais tout jeune, puis ma mère faisait la cuisine, elle faisait le ménage, j'étais toujours en chantant. Puis c'est là que j'ai comme pogné un petit peu le beat, puis que de un moment donné, je commençais à connaître les chansons que maman chantait, fait que là, je me mettais à fredonner avec elle. Ça, c'était quelque chose qui m'a été inculqué naturellement. Puis j'ai comme vécu dans la musique
forcément par l'entremise de ma mère. Fait que c'est comme, à un moment donné, je pense que c'est devenu, je suis devenu avec une oreille musicale automatiquement. J'ai inscrit certains des endroits où tu as chanté, et la première fois, c'était chez Mado. Oui. On t'a donné ta chance-là. Tu as travaillé aussi au Café Belle Humeur, que j'ai connu. Le ranch à Saint-Henri de Champlain. Le ranch de l'Ouest. OK, le ranch de l'Ouest. Oui. Ce que tu fais est assez exigeant. J'aimerais qu'on parle maintenant de la discipline personnelle, parce que d'entrée de jeu, je te disais, tu as de l'air en forme. Mais jusqu'à quel point la discipline personnelle est importante, parce que je sais aussi que tu ne bois plus. Une question de santé, je veux dire, au quotidien, tu dois faire attention à toi, parce qu'une voix, ça doit être protégé aussi. Oui, bon, on fait attention surtout l'hiver, c'est le froid, les courants d'air et tout. On fait attention à l'humidité. Puis surtout qu'au départ, quand j'étais plus jeune, on était porté à faire des spectacles, on a chaud, on a le dos trempe, puis là, on y pense pas. Des fois, on sort dehors. Puis écoute, c'est mortel. Là. Le foie te rentre dans le dos. Là, on est jeune, on réfléchit pas. Et puis là, tu te retrouves avec des laryngites, des grippes, des rhumes, ce que j'ai rarement pogné dans ma vie. C'est rare que ça m'est arrivé, mais des fois que ça m'est arrivé, j'ai compris. J'ai fait attention tout de suite, immédiatement au départ. Donc ça, c'est une discipline que tu dois faire attention, c'est de protéger ta voix en premier, d'être bien asséché. Si j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai eu chaud, on prend le temps de prendre un séchoir, de sécher avant de retourner voir le public ou de prendre une petite marche dehors, parce que des fois on veut prendre de l'air, même si c'est en été. Les soirées sont frisquettes. Oui, ça peut être. Quand je fais des spectacles dans les campings, je m'en aperçois que j'ai le dos trempe. Puis là, je sens le froid passer à travers les vêtements. Là, je le sens quand ça passe à travers les vêtements, puis je le sens dans mon dos. C'est comme là, ça, c'est automatique, c'est une larynge. Et parlant de cheveux, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai vu tantôt, tu as toute une tête de cheveux. Oui. Et ce sont les tiens. Ça, il faut le préciser. C'est pas tout le monde qui a encore des beaux cheveux comme ça. On va faire laisser. Oui. La motivation, est-ce qu'elle est aussi forte, disons, qu'il y a 30 ans? Parce que pour rester motivé, ça peut représenter un défi. Il y a ce qu'on appelle l'usure du temps. Dans ton cas, ça se vit comment? Parce qu'après 45 ans, comme tout le monde, il doit y avoir des moments où peut-être ça te tente un peu moins, peut-être la passion, sans dire qu'elle s'effrite, est peut-être un petit peu moins présente. Tu vis ça comment? Non, dans mon cas, c'est différent parce qu'au départ, quand tu mentionnais le 1720 spectacles, c'est pas seulement 1720. J'ai plus de spectacles à mon actif que ça. Les 1720 spectacles que j'ai. Les 27 dernières années. C'est les 27 dernières années. Ça, c'est seulement pour les causes. OK. C'est 1720 causes au Québec que j'ai fait humanitaire. Alors, à chaque spectacle que je fais, on ramasse des fonds pour aider la cause, qui est différente. Ça peut être pour le cancer du sein, les enfants malades. J'en fais même présentement pour la santé mentale, qui est très importante présentement, qui est très active au Québec depuis 2 ans. C'est une cause très importante. Tu chantes presque en dormant? Presque. T'as pas de pause? Je pense que ma femme m'a déjà réveillé. Oh, c'est bon, parce ça. que je chantais en dormant. Bon. Mais c'est ça. En gros, ce qui est ma motivation dans tout ça, c'est parce que j'ai toujours une cause rattachée à mes spectacles. Et tu veux pas que la musique d'Elvis meure? Non, ça ne meurt pas non plus. Je pense que ça, même si ça soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a encore des générations qui vont vivre cette musique. J'imagine. Tu m'as confié en pré-entrevue que le monde du sport t'avait beaucoup aidé, spécialement Pierre-Yvon Pelletier, qui est déjà venu à l'émission, ex-journaliste, plutôt photographe sportif au Journal de Montréal, ainsi que Normand Baron. Donc, le milieu du sport t'a aidé beaucoup. Oui. Tu as une relation spéciale avec Yvon Lambert. Oui, bien écoute, ça a débuté avec Normand Baron qui est venu camper à un moment donné là, dans la cour chez moi, Valleyfield, pour les régates. Puis ça a donné que je connaissais pas Normand. Puis à un moment donné, bon, ils ont sorti des guitares, puis on s'est mis à jouer. On était 3 qui jouaient de la musique puis qui chantaient. Puis à un moment donné, quand il m'a entendu chanter là, Suspicious Mind, là, on a fait ça ensemble. On a même ramassé là, tous les campeurs qu'il y avait autour, là, sur l'autre terrain, se sont ramassés dans ma cour chez moi. On était quasiment 200 personnes dans la cour là, en train de jammer. Puis c'est là que Normand m'a découvert. Puis il m'a emmené à Pierre-Yvon Pelletier. Puis là, j'ai commencé à jouer au hockey avec les grands noms. Tu joues au hockey aussi? Oui, j'ai joué au hockey avec les super étoiles du Journal de Montréal. Avec Gaétan Giroir de JL, avec Gaétan Giroir. J'ai joué. Je pense qu'il y avait aussi Roger Brulotte là-dedans. Roger Brulotte, parce que Roger m'avait confié qu'il était sur la même ligne que Bolly Howe à un moment donné.
C'est spécial. Alors, le sport m'a emmené beaucoup. De là, avec Pierre-Yvon Petit, évidemment, j'ai tellement joué au hockey. Ouais. Et je faisais ma petite partie, moi, entre les deux périodes, parce que c'est 2 périodes de 25 minutes quand on fait ça pour aider les causes. Moi, je faisais, moi, un petit 15 minutes de chansons dans le centre de la glace pour agrémenter le public qui était là. C'est de là que j'ai rencontré tous les artistes à peu près qui ont joué avec les Super Étoiles. Et Normand Baron, pour l'information des gens, ça, je crois que c'est au camp d'entraînement 1982-83, n'avait joué que Junior B. C'est un culturiste, 600 livres sur le bench press, là, je dis de mémoire. Il pesait 235, et puis, comme on en parlait tantôt avant l'émission, Claude Ruel lui avait dit « Baisse ton poids jusqu'à 205, présente-toi au camp ». Il a fait le club. Et sa citation, sa déclaration historique, il avait dit « Je vais faire une passe sur le 50e but de Guy Lafleur ». Il était là pour le protéger. Donc, tu as joué à Memphis, en Floride, Puerto Vallarta, Acapulco. Et tu m'as confié que tu étais très bien traité dans ces endroits-là. Et pour cause. Oui. Ben, écoute, encore là, au départ, quand je parle du monde du sport, c'est de là qu'on rencontre des amis de ces sportifs-là. Comme Yvon Lambert, il y a beaucoup d'amis à Yvon qui sont approchés de moi et qui m'ont fait faire des spectacles pour leur party privé à la maison ou le mariage de la fille de Bernard Trottier Sport. C'est des gens qui m'ont approché et qui m'ont emmené à des endroits comme ça. Et tu chantes aux anniversaires d'Yvon Lambert depuis, je crois, son 39e? Le 49e anniversaire. 49e anniversaire de naissance. J'ai commencé là au Centre Bell. Fait que ça fait déjà quelques années. On dira pas qu'il est vieux? Non, il est encore jeune. Jeune de cœur encore en plus. Question suivante, mon cher Scotty. Encore beaucoup d'heures passées à pratiquer ou après tant d'années, tu as moins besoin de pratiquer les chansons d'Elvis? Question de paroles ou peut-être aussi pour ta voix? Qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là? Moi, je continue toujours à découvrir même. Parce que moi, je suis avec Sirius, là, puis j'écoute, il y a quand même au-dessus je te dirais même avec les inédits, il a passé le 1000 chansons Elvis dans la carrière. Céline Dion la suit de près avec presque 600 chansons enregistrées. Wow. C'est la deuxième plus grande artiste mondial qui a fait autant de Toi, chansons. tu as enregistré ça ici, tu m'as fait un cadeau tantôt. Oui, c'est ça. Un album que j'ai fait pour la Fondation des Étoiles, pour les enfants malades. Oui. Et puis, j'avais fait un record Guinness, j'ai chanté pendant 48 heures. 48 heures? J'avais donné les droits de cet album-là à la Fondation avec Ghislain Leblanc, qui était le président honoraire de la Fondation. Et on a remis un chèque de 90 000 au Téléthon des Étoiles. Question suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans la voix d'Elvis? Parce que c'est une voix riche et unique, mais c'est bien au-delà de belles mélodies et de belles chansons. Parce qu'au final, je crois que c'est beaucoup sa personnalité, son charisme qui se retransmet dans ses chansons. Mais selon Scotty Davis, qu'est-ce qu'on retrouve de si unique, toi qui l'interprètes depuis si longtemps dans la voix d'Elvis Presley? Ben, c'est son charisme en partant. Puis chaque chanson, elle a sa façon de la faire. Il y a des chansons qui, surtout moi, ce que j'essaie de faire découvrir aux gens, oui, on fait un spectacle avec les chansons connues d'Elvis, mais j'intègre toujours 3 ou 4 chansons dans chaque spectacle différent, des chansons qui sont moins connues d'Elvis, mais parmi les plus belles. Un peu comme sur l'album que je t'ai donné, j'en ai un autre album que j'ai fait dernièrement, ce sont des chansons de films. Mais parmi les plus belles. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas, on le fait déjà en spectacle. On parle des chansons qui sont I Feel That I Know You, Forever. Il y a des chansons que le monde n'a jamais entendues d'Elvis. À la radio surtout, parce que la radio, on entend tomber For Love Me Tender. Oui, c'est ça. Mais c'est là que moi, tous les semaines, j'apprends au moins 2 nouvelles chansons. Ah oui, je suis rendu après tout près de 370 chansons d'Elvis que je fais là. Si tu devais répondre en une phrase, qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'interprétation d'Elvis? Est-ce que ce sont les costumes? Tu m'as confié que tu viens d'acheter un costume qui a coûté 2000 $. Oui. Est-ce que ce sont les costumes? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est d'avoir une certaine allure charismatique sur scène? Qu'est-ce qui est le plus difficile en une phrase? Ben, moi, je te dirais, c'est de ne pas essayer de le limiter. C'est d'être soi-même. De bien interpréter Elvis Presley. C'est ça. Elvis, les gens sont portés à voir, il y a beaucoup d'imitateurs qui sont beaucoup trop gestuels. Toi, tu demeures Scotty à travers Elvis. Moi, je mets un peu de gestuel d'Elvis, je mets un peu de moi-même aussi dans mes gestes. Mais si en temps métro, c'est comme pas assez. Et puis, il y a des gens, il ne faut pas oublier qu'Elvis n'a pas été découvert par son gestuel. Il a été découvert dans une radio au départ. Oui, c'est vrai. C'est la voix d'Elvis qui a fait que... Il avait enregistré une chanson pour sa maman. Oui, c'est ça.
En quelque part, Scotty, es-tu un crooner ou un rocker? Moi, je suis plus rocker. Oui, hein? Oui, oui. C'est ce que je pense. Oui, oui. Je suis un fanatique d'Éric Lapointe, je suis un fanatique de ce qui est rock au Québec. J'aime le bon rock du Québec. Chantes-tu du AC/DC? Non. Parce que ta voix pourrait s'y prêter. Sûrement. Le personnage rencontré le plus impressionnant dans toutes ces belles années-là, pour une raison ou pour une autre, quel personnage te passe par la tête? Tu te dis, ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a marqué à jamais. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Puerto Vallarta, que ce soit ici au Québec. Ben, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités qui ont travaillé avec Elvis. Oui. DJ Fontana, j'ai eu la chance de l'avoir comme drummer en arrière de moi pendant une chanson avec Return to Sender, que lui-même a fait avec Elvis dans le film Girl, Girl, Girl. J'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir les Jordanaires aussi, les 4 choristes d'Elvis les 14 premières années. J'ai eu la chance de chanter pour Marilyn Mason, qui était une actrice principale, qui est le rôle principal avec Elvis dans Trouble with Girl. J'ai rencontré Rita Cape, qui était sur les plateaux avec Elvis dans Charo. J'ai rencontré plusieurs personnalités du monde d'Elvis, dont son professeur de karaté. Tu as rencontré Stevie Ray? Oui. Ça, c'est une Oui. Des épisodes parfois de fatigue, de chanter les hits d'Elvis. Y a-t-il eu des moments, tu pourrais me dire il y a 15 ans, tu pourrais me dire pendant la COVID, ou peut-être, ça peut être l'âge aussi, parce qu'on vieillit. C'est-tu arrivé que tu étais peut-être un petit peu tanné, fatigué d'interpréter Elvis? Non, parce qu'à chaque fois... Parce que c'est un vrai marathon, ce que tu fais? Oui, mais non, à chaque fois que j'ai un spectacle d'organiser, maintenant c'est tout le temps comme ça, c'est toujours pour une cause. Fait que non, le côté humain est là, puis j'ai le goût je suis prêt, moi je suis tout le temps prêt d'aller faire mon spectacle. Là, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup sur les itinérants de Saint-Jérôme, l'église Saint-Paul. Alors, depuis le mois d'octobre 2021, l'année passée, qu'on n'arrête pas, là, je vais porter des repas là, tous les midis, des repas chauds. Et puis, jusqu'au mois de janvier, puis là, maintenant, ils sont rendus, j'ai commencé à 14 itinérants, ils sont rendus 50. Là. Dimanche passé, on est pour la Pâque, on les a apportés du Saint-Hubert. Il y avait chacune boîte de Saint-Hubert, 50 personnes. Félicite, Scotty. Avec un petit chocolat de Pâques, parce que je pense qu'il mérite d'avoir une Pâques comme tout le monde. Ben, finalement, on peut dire que tu es plus en forme que jamais. Oui. Tu es plus en forme que quand tu avais 50 ans ou quand tu avais 40 ans? Quand je fais ces choses-là pour des causes, ben, c'est automatique, je me tiens en forme. Je veux bien pareil. Je veux faire le travail comme il se doit pour justement amasser le maximum de fonds pour aider ces gens-là qui en ont besoin, tout en respectant aussi que j'ai une équipe à payer, mais il y a des fonds qui vont des deux côtés, puis on met l'utile à l'agréable. Scotty, dernière question avant la pause. Est-ce que le disco, le mouvement disco, c'est quelque chose auquel tu as adhéré dans les années 70? As-tu aimé cette musique-là? J'ai connu, le disco. J'aimais ça. Mais tu restais Elvis et crooner. Oui, puis j'allais faire mon tour. Oui, il y a eu la plus grosse discothèque. Dans le temps, à Valleyfield, c'était la Pamalou, les plus grosses discothèques. Et ça va rappeler des souvenirs aux gens. Ah oui, sûrement. Puis écoute, j'allais faire mon tour. C'était magique. C'était quelque chose de différent. C'est ça. C'est sûr qu'on parle de spectacle ou de rock and roll, qu'on parle de disco. C'était un rassemblement qui était différent, puis il y avait de la danse, puis du mouvement là-dedans. On va prendre une petite pause, mon cher Scotty. C'est très intéressant. Bien content de te rencontrer. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay. Nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bon repas. L'atmosphère ici est très chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge Lachenay. C'est un restaurant de choix, comme je vous le dis, qui vous attend au 1400 rue Yves Blais. Et je vous donne les numéros de téléphone pour la livraison et les réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un chanteur qui interprète Elvis Presley de façon unique et très appréciée, et ce depuis près de 5 décennies, soit Scotty Davis. Nous allons rester maintenant dans la chanson et la musique. Je vous parle d'un tout nouveau partenaire ici à Bâton Rouge Live. Une école de chant qui sort de l'ordinaire, établie depuis près de 15 ans. Et la passion de la chanson vous habite, où vous vous préparez pour une audition, ou simplement vous chantez sous la douche et voudriez aller plus loin et parfaire votre talent. Peu importe votre niveau, vous désirez chanter tout en vous améliorant. L'école de chant Mélissa Demers vous offre un enseignement plaisant et compétent.
Vous serez accompagné et très bien guidé pour arriver à mieux chanter. Les cours seront adaptés à vos besoins pour le débutant, l'intermédiaire ou pour les niveaux plus avancés. Les services offerts sont complets et multiples. Améliorer sa voix, ce n'est pas une question d'âge, c'est un choix. Et un point très important, ne laissez surtout pas la timidité l'emporter, osez et vous chanterez. Donc, Mélissa Demers, sur l'école de chant où l'enseignement est plaisant et compétent. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 916-59-89. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, eh bien, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à l'infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-67-06. Mon cher Scotty, on revient à nos moutons. Ben oui. Question suivante. À force de personnifier quelqu'un, dans ton cas, c'est Elvis, est-ce qu'on devient un peu son personnage sans le savoir? Parce que les acteurs font ça. C'est ce qu'ils pratiquent durant les films. Certains même deviennent un petit peu bizarres entre les prises, même entre les journées, essaient de rester dans leur rôle. Est-ce que parfois, toi-même, ça t'est arrivé, peut-être ton épouse, puisque tu es avec la même femme depuis 40 ans, te dit parfois, ben là, on dirait que tu es Elvis. Est-ce que ça arrive, ça, que tu es pris à... jouer dans ton personnage? Étonnamment, non. Non? Les gens pourraient penser le contraire. Mais oui, je garde le look, j'ai pas le choix. Moi, je veux pas porter de maquillage, je veux pas porter de perruque. Je garde le look naturel. Je reste ce que je suis. Les gens me voient, me perçoivent comme Elvis, oui, mais dans la vie de tous les jours... Tu lui ressembles, en quelque part. Dans la vie de tous les jours, les gens, ce qu'ils découvrent de moi, c'est un gars qui est simple. Oui. Puis qui parle avec tout le monde, puis qui se donne à fond, là. Moi, j'ai pas de préjugés envers rien, j'ai pas de... je suis un gars qui est c'est ce que j'ai remarqué, ce que j'ai apprécié, tu es facile d'approche. Oui, je suis à l'écoute tu as été disponible, c'est le fun. C'est lors des spectacles, écoute, on prend le temps après le spectacle d'aller rencontrer les gens. Je demande aux gens de venir me voir, ne me dérangez pas, là. Prenez le temps de venir prendre des photos, des autographes, ça me fait plaisir. Après ça, moi, écoute, quand Elvis est terminé, le spectacle, je rentre le costume dans son... Quand il est dans le garde-robe, Elvis il est serré, il est là. Il s'en va se coucher. Le Scotty, il est là, puis il parle avec tout le monde, puis il reste ça. Nostalgique de la belle époque, disons les années 60-70, Scotty, parfois? Oui. Parce que là, c'est sûr, avec la COVID, les temps ont bien changé. Mais que ce soit pour la musique ou la façon qu'on vivait la vie, un peu nostalgique parfois? Ben écoute, moi, j'étais abonné à Sirius, puis j'ai tous les postes là, des années 50-60. J'écoute du Hagabung, Tom Jones. J'aime ces grosses voix-là, Roy Orbison. C'est tous des gens. On va en parler plus loin. Je vais te nommer des noms. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu penses. Parfait. Ta décennie favorite, si tu devais retourner dans le passé pour 24 heures, ce serait laquelle? Moi, je te dirais les années 50. 50-60, oui. Ta favorite, ta tune préférée d'Elvis que tu aimes écouter et chanter? Moi, ça peut être différent. Hein? C'est le classique, Can't Help Falling in Love. Ah oui? Pour moi, c'est le classique. C'est la chanson, je pense que tout le monde a tombé en amour, encore plus avec Elvis. Oui. Toutes les chansons étaient bonnes après. Mais Can't Help Falling in Love, je pense que c'était le grand classique. Moi, personnellement, je pense que, spécialement chez les artistes de grand talent, qui vivent seuls, qui se retrouvent seuls, la solitude, parfois, c'est une épreuve qui est plus difficile pour certains. Comme Michael Jackson, Prince, George Michael. Moi, ma question, est-ce que c'est la solitude plutôt que la drogue qui a tué Elvis? Moi, je te dirais... Moi, je ne penserais pas que c'est la solitude, parce qu'il était quand même très entouré. Il y avait tout le temps quelqu'un à la maison. Quoi? Trop talentueux? Non, je pense que c'était plus il était trop mené. Il a été vraiment mené là, à fond là, avec le colonel Parker. C'était des fois des 20 et 25 shows par mois. Ouais, c'est ça. Les gens ne savent pas ça, là, mais les gens pensent qu'il avait fait un spectacle à Indianapolis, il en faisait un autre à Boston. Ouais, c'est ça. C'était pas une fois par mois. Là. Lui, c'était vraiment des tournées. C'est une machine à faire de l'argent. Oui, écoute, il pouvait se chanter, là, puis le lendemain, il était dans une autre ville, puis ça n'arrêtait pas. C'est ce qui guette la plupart des artistes à succès aussi. Ça l'a brûlé. Là, écoute, quand tu es obligé de prendre des médicaments pour dormir là, parce que tu es épuisé, ça devient une drogue. Je veux pas. On va y aller maintenant justement dans la catégorie des chanteurs. Je vais te nommer, parce que c'est pas juste Elvis que tu aimes, tu es un gars de musique.
Tes tunes favorites comme crooner, si je te dis Frank Sinatra, est-ce que c'est une de tes influences? Oui, ben Frank, je travaille beaucoup avec Joey Didodo qui fait Frank Sinatra. Qui est venu à l'émission, Joey? Ouais. Joey, c'est un grand chum, puis on fait souvent des spectacles ensemble. Oui. Puis ben là, je vais faire justement le 20 mai prochain au Cabaret C à Laval. Je vais être avec Alain Dumas. Puis il fait un hommage à Frank Sinatra, son spectacle. Alain Dumas, l'humoriste? L'humoriste, oui. Parce qu'il est censé venir à l'émission le 25 mai. Ah ben, c'est bon, ça? Moi, tu me l'apprends? Alain, c'est un ami que j'aime beaucoup, puis c'est oui. un gars que j'apprécie. On va travailler ensemble. On va faire exactement ce que Elvis et Frank ont fait en 57. Ils ont chanté là, la chanson de Frank Sinatra avec les paroles d'Elvis. Wow. Qui faisait là, Wishcraft avec Love Me Tender. OK. Fait on va reproduire ça, moi, puis... c'est bien. Ouais. Dean Martin? Dean Martin, oui, écoute. Moi, c'est un de mes préférés. Dean Martin avec le personnage Lewis, aussi, ouais. tellement sympathique. Perry Como? Perry Como, j'ai moins connu, mais j'ai aimé ses chansons, Okay. oui. Kenny Rogers? Kenny Rogers, j'adore. Dans le country, écoute, je ne suis pas un grand fan de country, Oui. mais je te dirais de western, si on veut, mais le country américain, j'adore. Kenny Rogers, je pense que c'était une grosse influence dans la musique country. Et le prochain, ben ça c'est ma blonde qui m'a dit tu lui demanderas ça, Willie Nelson. Ben, c'est sûr, Willie Nelson. To All the Girls We've Loved Before, tu as dû chanter ça. Oui, puis écoute, il y a des chansons qu'on fait d'Elvis, qu'Elvis a repris de Willie Nelson. Donc tu aimes le rock américain également, oui. Mais peut-être pas du Led Zeppelin. Non, je ne suis pas tellement dans le higher. The Righteous Brothers, Unchained Melody, c'est sûr que tu chantes ça. Oui. You've Lost That Loving Feeling. Oui. Ça, tu les aimes beaucoup. Oui. As-tu chanté Lovers? Lovers, j'ai jamais chanté cette chanson, mais c'est une chanson que j'ai adorée. Oui, ben moi je te verrais la Quand chanter. j'ai connu ma première blonde sur cette chanson. Ah oui, c'est bon ça. À l'école. Oui. Dans ton cas, donc, on pourrait croire que tu es un maniaque des détails de la vie d'Elvis, mais il n'en est rien. Toi, c'est pas ça, c'est sa musique avant le personnage. Oui, parce que, écoute, j'en connais beaucoup des imitateurs. Tu en as beaucoup au Québec. Il n'y a pas gros de personnificateurs, mais tu as beaucoup d'imitateurs. Et puis, j'ai beaucoup de gens que je connais au Québec qui sont des collectionneurs. Ils ont plus de choses que n'importe qui à la maison, des cadres, des photos. Moi, à la maison, j'ai pas beaucoup de choses d'Elvis comme tel. Ben, ça prendrait peut-être trop de place aussi à un moment donné. Ben, c'est ça. Moi, je suis plus... moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de choses de moi. Mes trophées, mes plaques, j'ai à peu près comme une 60aine de plaques honorifiques à travers le Québec, parce que chaque cause me donnait une plaque. Alors, j'ai des plaques là, qui me rappellent... Il y en a une puis deux, mettons. Oui, puis ces plaques-là me rappellent toujours de où est-ce que j'ai commencé, de où est-ce que je viens, et où est-ce que je m'en vais. Ça, j'aime beaucoup ce que tu dis. Oui, c'est important. Maintenant, la question, qui pour certains est un sujet loufoque, étais-tu de ceux qui, on peut dire, qui espéraient plus qu'ils croyaient qu'il était encore vivant, parce qu'il y avait certaines vidéos, certaines photos qui ont circulé longtemps. Selon moi, c'est comme ceux qui croient qu'un match de hockey est truqué. Tu ne peux pas acheter le silence de 20 joueurs, ça va finir par se savoir. C'est la même chose pour Elvis, tu ne peux pas acheter le silence de tout le monde. Moi, je n'y crois pas. As-tu été dessus à un moment donné qui se disait ça se peut pas? Il était peut-être encore vivant ou tu as entendu des rumeurs? Il y a beaucoup de choses à ce sujet-là. J'ai étudié sur le sujet, mais c'est un sujet que je ne veux pas parler parce que, tu sais, moi, je me dis, si Elvis est encore vivant aujourd'hui, il y avait 85 ans. 85, 86. Ouais. Il y avait une raison à ce qu'il soit, mettons, ailleurs qu'en tant qu'Elvis. Si ils ont voulu faire mourir Elvis, c'est pas parce qu'ils voulaient faire mourir le personnage. C'était pour avoir une certaine paix à quelque part. Il fallait que ça arrête là, Elvis, pendant qu'il est au summum. C'est un peu comme si je dis, écoute, moi je donne trop l'exemple. C'est juste entre parenthèses, c'est pas parce que j'aime pas Alice Robbie. Mais Alice Robbie, je la trouvais très bonne, elle a fait des spectacles incroyables. Puis à la fin, elle avait plus de misère. Quand tu es rendu, tu as de la misère comme ça, va pas continuer à faire. Reste dans ton summum, tu es devenu une actrice, une personnalité bien connue. Laisse un bon souvenir. C'est ça, laisse un bon souvenir. Va pas détruire ce que tu as fait. Quand tu n'es plus capable, moi la journée, je serais plus capable de chanter, ou j'aurais plus de cheveux pour faire Elvis, je vais arrêter là. Je voudrais pas. Je voudrais pas le faire, puis je voudrais pas détruire l'image de ce que j'ai vu. Moi, j'aime ton respect. Ouais. Est-ce que tu aurais cru faire presque 5 décennies quand tu as commencé? Être ici avec moi 45 ans après?
Je pourrais pas te dire, cette question-là, c'est difficile pour moi parce que j'ai jamais eu ça dans ma tête, là, de savoir moi tu fais ça toute ma vie. Oui, c'est ça. Mais quand on est jeune, on pense pas à ça. Ah non, moi c'était au jour le jour. C'est ça. Moi, ce que j'ai appris dans la vie, tu as deux choix dans la vie. C'est de te lever le matin, aller réaliser tes rêves, ou aller te recoucher pour continuer à rêver. Ouais, c'était la personne qui se levait tous les matins et qui réalisait toutes sortes de rêves, mais surtout, comme je dis, pour des causes. Parce que moi, ça me tient à cœur. J'ai besoin tout le temps de savoir que je vais dormir ce soir avec le devoir accompli, d'avoir aidé quelqu'un. Et écoute, je le fais des fois tous les jours. Je vais ouvrir une porte pour une dame. Tu as une relation spéciale avec Yvon Lambert. Oui. Est-ce que Yvon Lambert t'aime plus, j'imagine, que Scotty Bowman, un autre Scotty qui l'a fait souffrir? Mais tu l'as connu comment, Yvon, avant de tomber dans les questions rafales? Ben Yvon, on a joué au hockey ensemble. Moi, quand j'étais jeune... Parce que Scotty Bowman faisait souffrir ses joueurs. Oui. Moi, j'étais jeune, puis écoute, j'étais nécessairement, obligatoirement fanatique du Canadien parce qu'il y avait une télévision à la maison. Oui. Papa, c'était le hockey le samedi soir. Oui. Fait qu'on écoutait le hockey Canadien-Montréal, puis moi, je me disais jamais ça. On jouait avec des chums on se faisait des classes de l'hiver, puis on jouait, on était jeunes. Oui. Puis même, moi, j'ai connu ça là, avec les bottins de téléphone, là, comme ben oui. Aïe, aïe. Fait que j'ai vraiment joué dans cette époque-là. Et puis je me disais, un jour, je vais être un joueur de hockey, je vais être un Canadien de Montréal. J'ai jamais eu cette chance-là. Mais avec Normand Baron puis Pierre-Yvon Pelletier, quand j'ai commencé à jouer au hockey avec les Super Étoiles du Journal de Montréal, là, j'ai joué avec des anciens du Canadien, Yvon Lambert, j'ai joué avec Carbonneau. On a joué avec plusieurs personnalités, même Guy Lafleur, Guy, on a joué une couple de fois ensemble. Très gentil. Moi, c'était comme, j'avais l'impression de jouer avec les Canadiens de Montréal. Des chanceux. Puis on a eu la chance de jouer contre les anciens nordiques aussi à Québec à un moment donné. Les anciens du Canadien, les anciens nordiques, puis j'étais avec eux autres, puis j'ai joué avec eux autres. Ça, c'était pour moi là, une révélation. Puis c'est là que j'ai connu Yvon Lambert, là, grâce évidemment, comme je dis, tout le temps de Normand Baron, Pierre-Yvon Pelletier. Mais c'est Yvon Lambert, c'est une personnalité, un monsieur qui a une grande classe, puis il est à l'écoute des gens. Puis il n'est pas... Ben, les anciens Canadiens, c'est ça. On remarque cette générosité, cette simplicité chez les anciens joueurs. Il est doux, c'est pas un gars agressif, même s'il est grand, costaud. C'est une personne qui est doux et qui est à l'écoute des gens qui parlent. Scotty, on est bousculé par le temps. Quelques questions rafales. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. Écoutes-tu encore beaucoup d'Elvis ou la limite parfois est atteinte dans ta vie personnelle? Non, toujours. Toujours? Tous les jours. As-tu connu David Scott? Oui. Qui lui ressemblait beaucoup, mais qui avait des problèmes personnels. Tu l'as connu, David? Oui, je l'ai connu. Oui. Juste vite, j'avais dit à David à un moment donné, de se calmer? Non, j'ai dit à David, quand tu vas arrêter de chanter, je vais prendre ta place. Ben, moi, j'avais déjà commencé, mais tu l'as vu comme au côté professionnel, comme lui était rendu. C'était comme toi, quand tu vas arrêter, moi, je vais continuer. Parce qu'il était très bon. Sans savoir, il s'est suicidé à 2 coins de chez nous. On se côtoyait, je connais l'histoire. C'est à côté de chez moi qui problème personnel très avancé. Est-ce que la musique d'hier était meilleure que la musique d'aujourd'hui? Oui, pour moi, oui. Poser la question, c'est y répondre. Est-ce que tu notes des changements dans ta voix? Parce qu'on dit que le seul organe, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de radio, le seul organe qui va s'améliorer en vieillissant, contrairement à l'ouïe. Oui. Quand tu perds 10% de ton ouïe, c'est ça, c'est fini. Mais la voix peut toujours s'améliorer en vieillissant si elle est bien travaillée. Est-ce que tu notes des changements dans ta voix au cours des dernières années? Oui, c'est sûr. Oui? C'est sûr, oui. Pas pour le mieux? Ben, moi, je te dirais, oui, ben, pour le mieux, oui, parce que j'apprends à être plus calme. Tu sais, je suis plus reposé, plus calme, je vais parler moins vite. Il y a des fois que, dans le passé, là, je pouvais parler rapido presto. Là. Bon. Un animateur de radio me posait une question, puis je répondais comme 10. Ben, c'est bon. As-tu déjà été à Graceland? Oui. Ta chanteuse américaine favorite de tous les temps? Moi, j'aimais beaucoup Anne-Marie. Anne-Marie, j'ai adoré. Ah oui, une Canadienne? Oui, c'est une Canadienne, mais elle était aux États-Unis, évidemment. Mais sinon, on parle de Patty Klein. C'était la voix de maman. Ben oui, c'est sûr. Ma mère, elle avait la voix de Patty Klein. 2 dernières petites questions. Ben, celle-là, c'est comme une devinette, mais je ne veux pas te prendre à contre-pied non plus. C'est qu'Elvis était censé en disquer une chanson. Il n'a pas eu le temps de la faire. Et elle a été produite en disco. Peut-être que tu le sais. C'est Kelly Mary qui a pris cette chanson-là. C'est It Feels Like I'm in Love.
qui a été un succès disco. C'était censé être Elvis qui était pour l'interpréter, puis ça n'a pas été lui. Ma dernière question, pour faire un wrap-up, comme on dit en bon québécois, c'est quoi ta plus grande fierté dans tout ça? Je ne vais pas te souffler de réponse. J'imagine que ça peut être aussi ta longévité. Mais ta plus grande fierté de ces 45 ans à interpréter Elvis, c'est quoi? Ben, je pense que c'est d'être moi-même, puis je me suis découvert en moi-même une personne qui était bonne, qui était là, présente pour les autres, et puis à l'écoute surtout. Là. Des fois, quand je vois quelqu'un qui est... Quand j'étais au Mexique, j'ai vu un petit Mexicain là, qui avait des difficultés, il avait une blessure, j'ai pris le temps de l'emmener à la clinique, ça m'a coûté 300 pesos, 30 piastres. J'ai emmené le petit Mexicain à se faire soigner, puis pour moi, ma journée était faite. Donc, de faire des bons gestes avant toute chose dans la vie. On se rejoint. J'ai un petit cadeau pour souligner ton passage à l'émission. J'espère que tu vas l'aimer. C'est quelque chose que j'avais chez moi. C'est un coussin d'Elvis, Jailhouse Rock, at his greatest. J'avais ça chez moi, puis j'ai dit, tiens, je vais le donner à Scotty. Des fois, je donne des livres ou, je sais pas, un vieux disque. Puis quand ça va faire changement, puis si tu ne l'aimes pas, tu pourras le refiler à quelqu'un. Si tu l'aimes, tu auras un souvenir de ton passage ici. Il y a déjà sa place. Je vais te réinviter, c'est sûr, Scotty. On va se reprendre. Moi, ce que je veux te dire aussi, c'est tu es très sympathique, facile d'approche, j'ai beaucoup apprécié. Tes prochains spectacles pour les gens qui seraient peut-être intéressés, parce que je crois qu'il y a quelque chose que tu animes le 7 mai où il y aura Joël Denis, Michel Stax et compagnie. Ben moi, tous les mois, j'ai organisé un spectacle au Bistrot Joyce à Blainville. Oui. Alors, les gens qui peuvent venir nous voir, c'est tous des amis, tous mes anciens crooners, des gens avec qui j'ai travaillé. Alors, on a Michel Stax au mois de mai, on a Michael Rancourt au mois de juin. J'ai au mois de juillet. Le 19 mai, l'anniversaire d'Yvon. Oui, 19 mai, l'anniversaire d'Yvon au Capri. C'est ça. Je pense que c'est un peu plus privé avec ses amis. J'ai évidemment le 20 mai avec Alain Dumas au Cabaret-C. Mais au mois de juillet, à ma surprise, j'étais content qu'elle ait accepté. Mais j'ai Régis Simard là, en début de juillet, puis le 16 de juillet, j'aurai Patty Galland qui vont être là. Puis après ça, on tombe avec deux autres crooners qui sont acceptés, des grands chums. Alors j'ai Gilles Girard au mois d'août et au mois de septembre, Joël Denis. C'est le fun. C'est tous des gens avec qui j'ai travaillé. Des gens de longue date. Puis des gens qu'on voyait à la télévision aussi. C'est ça. C'est du connu. Là. Je te félicite pour cette superbe passion qui dure et qui perdure concernant un des personnages musicaux les plus marquants de toute l'histoire. Félicitations pour cette belle longévité. Et moi, ce que je vais te dire, juste avant de finir, surtout le plus important, au mois d'août, je vais faire la plus grosse convention d'Elvis au Québec. Ça va se passer à Montréal. On est en pour parler avec soit le Palais des Congrès ou la Place des Arts. Et on va monter quelque chose de gros, parce qu'il y aura 12 musiciens pour moi. Puis on va faire un petit concours d'Elvis pour les intéressés, les Elvis du Québec qui vont venir participer, parce qu'on donne un voyage à Memphis au gagnant. Je te réinvite bientôt. Puis moi, ce que je vais te dire, là, tu quittes, je vais te dire Scotty has left the building. Que tu as déjà entendu. Merci Scotty Davis, ce fut très, très instructif. Et tu es une personne très passionnée, c'est ce qu'on recherche dans nos émissions ici à Bâton Rouge Live. Merci et bonne fin de journée. Le plaisir est pour moi. Merci. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche. C'est une entreprise qui porte bien son nom. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, je vous recommande d'aller voir François, qui est toujours sur place, le propriétaire, un chic type. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je vous parle d'un partenaire important de l'équipe de Bâton Rouge Live, maintenant une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise, que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui pour consulter et confier son animal en toute confiance. Dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Donc, le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin. Dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Maintenant, avec notre deuxième invité,
Passons de la musique d'hier à celle d'aujourd'hui. Cette fois, il sera question de dance music. Il est déjà fort expérimenté malgré son jeune âge et démontre son grand talent dans divers clubs et bars. Il est tout désigné pour l'exercice de sa chronique d'aujourd'hui, puisque nous allons analyser le dance music qui nous est présenté depuis l'an 2000 et les artistes ayant marqué cette période. Et avec le retour en cet après-Covid, nous allons également nous questionner sur les nouvelles façons de faire, de voir les choses aussi sur la scène du nightlife et des clubs. Avec nous, un spécialiste de dance music des dernières années, DJ Jay Tonic. Bonjour Jay. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes. Très heureux de te voir. Re-bienvenue à l'émission. Est-ce que, évidemment, poser la question, c'est y répondre. Est-ce que ça fait du bien de rejouer de façon régulière? Tellement. Parce que tu joues à plusieurs endroits. Oui. Ce qui veut tout dire. Ça fait du bien? Ah oui, ah oui, ah oui. Un retour à semi-normal. Oui, c'est ça. Maintenant qu'on connaît un presque retour à la normale, qu'est-ce que tu remarques en premier là, sur le nightlife des dernières semaines, sur l'affluence, les mœurs, les changements principaux, puisque la consommation de musique et de dance floor a changé? Qu'est-ce que tu remarques là, des dernières semaines de ton vécu de DJ? Ben, la principale chose que je remarque, c'est un regain de vie du nightlife. Parce que juste un peu avant la pandémie, on avait comme, si je peux dire, stagné à un certain niveau. Ouais. Puis aujourd'hui, on retrouve le niveau d'énergie d'il y a quelques années sur le dance floor. Donc, tu réponds un peu à la prochaine question, parce que la COVID, le ralentissement, les confinements à répétition, là on parle d'un retour à une pseudo-normale. Est-ce que toi, ça a ravivé ta passion ou tu penses que tu es resté un petit peu écorché peut-être à jamais dans tes façons de faire ou ta motivation? Ou... Ben, je trouve pas. Je pense que ça m'a donné une motivation supplémentaire, justement, à vouloir chercher des nouvelles façons d'aller chercher les gens, puis donc, ça regarde bien. Ouais, ça regarde bien. Tu es oui, très confiant. 100%. Encore quelques mois, on est déjà comme avant? 100%. Ah oui, déjà? Ah oui, c'est la folie. Ah, c'est bien ça. Avant de procéder à l'analyse de la musique depuis l'an 2000, spécialement en dance music, moi je vais te poser une question que j'ai posée à une DJ qui était à l'émission il y a pas tellement longtemps, DJ Suzanne Etier, qui a 40 ans de service. La définition du DJ. Oui. C'est un artiste, un créateur d'ambiance et de moments. On ne peut pas avoir plus spontané comme métier. Moi, je veux ton commentaire sur l'aspect moment présent, parce que tu dois réagir à ce qui se passe sur la piste de danse. Tu développes, veux pas, en tant que DJ, un sixième sens. Je veux ton commentaire là-dessus, parce que tu n'as que 23 ans, tu as déjà 6 ans comme professionnel. Oui, exactement. Le sixième sens du DJ, tu nous dis quoi là-dessus? Ben, c'est sûr que au début, tu finis par te développer un sixième sens, comme tu dis, parce que t'as pas le choix de réagir au crowd en avant de toi. Parce que si tu réagis pas au crowd, ça veut dire que tu lis pas ce que les gens aiment. Ouais. En regardant les gens, c'est drôle à dire, mais on regarde les pieds, les têtes, les mains, comme j'ai déjà dit avant. Puis ça, c'est tous des signes que tu apprends avec le temps à savoir, ah, ça les gens aiment ça. Ça, les gens aiment moins ça. Est-ce que les gens vont danser? Est-ce que les gens vont chanter? Ouais. C'est vraiment ça, la plus grosse partie du métier de DJ, c'est d'être capable de s'adapter aux gens qui sont en avant de toi. J'aime beaucoup ce que tu dis. Une petite question à travers tout ça. Tu vois l'avenir du dance music comment? Maintenant qu'on revient à la normale? Est-ce que ça va être compliqué? Parce que là, on dirait que dans le domaine de la musique, spécialement du dance music, il n'y a pas d'artiste précurseur qui vient tout chambarder depuis Michael Jackson. Là. On va se dire les vraies choses. Ouais. On va en parler un peu plus loin aussi. Je vais te donner mon analyse si on fait une comparaison. Mais parfois, c'est un peu réchauffé. Mais tu penses quoi de tout ça? Ben, c'est sûr que dans la musique électronique, on est assez limité pour se réinventer parce qu'on utilise toujours les mêmes sons, on veut pas. Ouais. C'est juste les mêmes sons retransformés d'une façon différente dans une autre formule. Parce que tous les styles de house music, d'électro ou de peu importe le sous-genre, ça part tout de la même base au final. Puis la façon que les gens se réinventent aujourd'hui dans ce milieu-là, c'est justement d'amener une façon de voir ces sons-là d'une autre façon. Okay. C'est toujours une question de perspective. Puis c'est il y a beaucoup dans la technique de production aussi qui change.
qui fait que les musiques ne sonnent pas nécessairement pareilles, mais ça ressemble quand même. Tu as encore l'influence du passé des années 80-90 dans la musique d'aujourd'hui électronique, qui est encore bien palpable. Hein? Tu es d'accord avec ça? Il y a encore beaucoup d'artistes qui se fient beaucoup sur le disco, sur le house. Ouais. Peut-être que la bonne nouvelle maintenant des clubs avec des masques, c'est que tu as moins de gauchos qui viennent te cracher au visage puis te font une demande spéciale. Ça se peut-tu, ça? Non. Non? OK. C'est un mythe. On va prendre une petite pause avant de s'éclater avec... on va se relancer sur les hits qui ont marqué les artistes DJ qui ont marqué la période 2000 jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenelle. Nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. Une très belle ambiance qui vous attend sur place, en plus de très bons repas. Nous sommes en compagnie de DJ J Tonic pour analyser le dance music des années 2000 à aujourd'hui en cette émission Tout en musique. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, on s'occupe de vous notamment avec ce qu'on appelle les soins formation Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le centre du bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le centre du bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Dans le 514, c'est le 217-54-75. Je vous parle d'un garage tout à fait particulier, soit Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, on ne va pas vous changer des pièces pour rien, le travail est bien fait, le respect du client, c'est très important chez Samoto, de longues années d'expérience vous attendent sur place, ainsi que de longues explications. Moi, personnellement, chaque semaine, j'aime bien vous dire que ce sont les tops de la mécanique et du débosselage, donc Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Jay, comme je le disais, on va s'éclater. On va faire l'analyse du dance music dans cette période après 2000. On va parler des artistes qui ont marqué la scène, justement, du dance music. Je vais y aller avec ma comparaison rapide. D'accord. Du dance music pré-2000, soit les années 80-90. C'est ce qu'on vit après. Ça se ressemble, évidemment, mais il y a moins de gros hits après l'an 2000. Ça sent parfois le réchauffer. On dirait qu'un peu comme au cinéma, tout a été dit, tout a été fait. Donc, c'est difficile de se renouveler. C'est vraiment comme au cinéma. Et depuis Michael Jackson, comme je le mentionnais tantôt, il n'y a pas beaucoup vraiment d'artistes qui sont venus tout chambarder. Mais c'est encore très bon. Je veux dire, il y a encore de très bons rythmes. Mais il y a peut-être moins de signification dans les paroles. On est moins sur la rébellion. Oui, exactement. Tu sais, on est plus sur le rythme. Tu es d'accord avec ça? Oui, j'ai justement un point là-dessus. Ben vas-y, c'est à ton tour, mon cher G. Permets-moi de commencer dans les plus gros changements, comme tu dis, les années 90, les années 2000. Il y a beaucoup du processus artistique qui a changé aussi avec le temps. Les technologies d'enregistrement, c'est plus ce que c'était. On passe de l'analogique au digital. Plus facile? Plus facile, plus accessible surtout, moins cher. Mais il y a quand même un cachet à l'analogique qu'on ne retrouve plus dans le digital. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le temps, c'était les vinyles. T'avais des vinyles, t'avais la manipulation dans le métier, de manipuler des vinyles, emmener tes caisses de lait comme beaucoup de... On en parle avec les vieux DJ qui viennent à l'émission, c'était une période folle, c'est un déménagement. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi au niveau des structures musicales qui a changé. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est avant on était beaucoup plus dans le... Je produis ma musique pour le résultat. Aujourd'hui, c'est comme un peu le fast-food de la musique, si je peux dire. Oui, avec l'arrivée des plateformes de streaming, c'est ça qui cause que la musique aujourd'hui, on doit se dépêcher à sortir tout le temps un plus gros hit, tout le temps. Ben, j'aime ce que tu dis, ça m'amène à une question que je voulais te poser sur l'intégrité artistique. Quand c'est le temps de faire un hit, parce que moi j'ai préparé une liste des DJ, leur salaire, combien ils valent, on va parler de David Guetta, là, qui vaut entre 100 et 150 millions. La texture artistique, la touche personnelle, avant faire ce qui pogne pour faire de l'argent. Puis c'est ça que tu dis, là. C'est qu'à un moment donné, ce n'est plus... ton intégrité artistique est mise de côté pour produire. Exact. Et c'est là que peut-être tu te tires dans le pied. Tu n'es pas d'accord avec ça? Toi? Oui, bien ça dépend dans quel sens. Dans le sens qu'aujourd'hui, la musique, c'est rendu une business. Puis la business, souvent, ce qui arrive, c'est que surtout dans les nouvelles générations, je vois des gars se faire signer dans des places. Ouais. Puis c'est les places qui décident ce que tu fais, puis t'es plus en contrôle vraiment de la musique que tu sors.
c'est ce côté-là, je suis d'accord avec toi là. Si tu veux procéder maintenant avec les hits et les artistes qui, selon toi, ont marqué la période après 2000, parce que tu m'en as nommé quelques-uns, de Calvin Harris en passant par Tiesto. Moi aussi, j'ai préparé quelque chose. Alors, vas-y, mon cher Jay. Ouais, là, on va commencer du début. À partir de, on est au début 2000, on a une énorme vague de hip-hop, R&B, dancehall qui commence dans les bars, dans les clubs. On parle de noms comme Fat Joe, Ashanti, Shaggy. Oui, Shaggy. C'est tous des noms comme ça qui s'inspirent des années 90 pour amener une touche de modernité, si on veut. Puis ce qui suit les changements de morale, les mouvements de protestation dans la musique aussi, ça allait jouer un gros rôle dans le changement musical. Oui. Par la suite, on rentre dans les années 2010. Les années 2010, c'est vraiment là que le synthétiseur a explosé, avec les noms, comme tu as dit, David Guetta, Calvin Harris, Avicii, j'en passe. Puis vraiment, c'est là qu'on a fait le changement vers la musique d'aujourd'hui. Ben, je vais te parler justement de Pierre David Guetta, pour l'information des gens, qui est un Français, qui a joué longtemps sous d'autres noms, dont Jack is Back. Et c'est parfois payant de faire la musique parce qu'il a 54 ans, il est actif depuis 1986 et il vaudrait, selon les sources, entre 100 et 150 millions de dollars. 50 millions d'albums vendus. Il a été voté par DJ Mag numéro 1 DJ en 2011, 20 et 21. Et ça, c'est vraiment, ce n'est pas rien. En 2013, le Billboard, ça c'est vraiment intéressant. Sa chanson When Love Takes Over a été couronnée succès numéro 1 dance pop de tous les temps. Ouais. Là, c'est pas tout le monde qui peut se targuer et se vanter de cette couronne. Il a connu aussi d'autres hits comme Without You, Titanium, qu'on connaît, Sexy Bitch, il a travaillé avec Morton. Donc, David Guetta, selon moi, c'est celui qui a peut-être le plus marqué l'après 2000 et je te laisse poursuivre. Oui, et justement, partant de ça, David Guetta, ça a été vraiment le début d'une vague, si on veut dire, de la nouvelle musique house. Parce qu'avant ça, on était beaucoup dans l'acid house, dans le disco house, dans des sons plus traditionnels. Lui est arrivé, il a décidé, moi j'utilise le synthétiseur, lui, c'est puis je fais quelque chose de nouveau. Okay. Je veux ramener un vent de fraîcheur là-dedans, puis c'est ça qui, d'après moi, qui a causé son succès. Puis il y a lui, il y a Tiesto aussi qui a eu énormément de succès. Oui. Puis lui, Tiesto, ça fait encore plus longtemps qu'il est là-dedans. Lui, il vaut 170 millions, 40 millions par année en marchandises seulement qu'il vend. Parfois, disons, il a été voté meilleur DJ des 20 dernières années par DJ Magazine. Tu peux poursuivre. Ouais, donc c'est ça. C'est vraiment... puis il y a aussi un changement de culture. À partir de 2010, le DJ est rendu dans la culture de la musique, est rendu dans la culture de tous les jours. L'engouement pour les festivals commence là. Okay. Vraiment des gros festivals comme Tomorrowland ou Ultra à Miami. C'est là que le gros du mode de vie d'aujourd'hui est arrivé. Et c'est là qu'on peut découvrir des talents aussi, j'imagine. Exact. Je vais te parler, moi, d'un qui m'a marqué, que j'aime beaucoup, c'est Armand Van Helden. Ouais. Qui est d'origine néerlandaise, qui est né en 1970, donc il a 52 ans. C'est un style où le house prédomine. Et il y a une histoire derrière la fameuse chanson You Don't Know Me, qui a joué durant les années 2000, mais qui est paru en 98 ou 99. C'est que celui qui chante sur You Don't Know Me était un client qui était souvent sur la piste de danse et qui chantait n'importe quoi par-dessus des rythmes. Puis ça, c'est un sample de Dance With You des années 70. Il a demandé à voir ce garçon qui chantait. Finalement, ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait un hit international. Il a connu aussi d'autres hits avec Funk Phenomenon, New York City Beat, que tu connais, Professional Widow, un remix de Terry Amos, My, Hear My Name. Il y a une chanson que j'aime beaucoup aussi qu'il a fait avec le groupe Doc Sauce. C'est Barbra Streisand. Ben oui. Ça, tu as fait jouer ça, tu le fais jouer encore aujourd'hui. Oui. Donc, Armand Van Helden fait partie de tes préférés. Ouais. J'ai encore une bonne touche de old school dans ce que j'aime. Surtout des débuts 2000, j'aime encore ça, jouer le bon vieux house. As-tu d'autres artistes que tu voudrais nommer? Ben, je te dirais parce que toi, il y a Tiesto aussi qui a beaucoup d'influence sur ton style. Il y a Avicii aussi que j'adore. Ouais. C'est mon modèle que j'ai depuis. Ben, c'était ma prochaine question. C'est qui ton modèle de DJ international? C'est lui? Ouais, c'est Avicii parce que je trouve que c'est un des derniers à avoir des paroles qui veulent dire quelque chose dans sa musique.
puis qui, si tu veux bien, excuse-moi l'anglicisme, mais qui fit avec sa musique, tu sais, avec l'émotion qu'il dégage. Oui, c'est ça. Une ou deux dernières questions. De voir certains DJ connaître beaucoup de succès à l'international et faire autant d'argent, est-ce que toi, ça te stimule, ça te motive, ou pour toi, tu vois ça comme un autre monde? Ben, c'est sûr que c'est facile de tomber dans le piège de dire moi, je vais aller jouer dans un festival devant 300 000 personnes. C'est sûr que tout le monde aimerait ça, mais je pense que l'essence du métier, pour moi, c'est vraiment juste de pouvoir en vivre, puis de pouvoir produire ma propre musique à mon compte. Puis... Tu te vois où dans 10 ans, Jay? Ça, c'est une Est-ce que très tu bonne penses question. parfois à ça? C'est sûr que, comme on le disait tantôt, avec Scotty, à 23 ans, à 17 ans, on vit au jour le jour, mais peut-être que parfois, tu te vois dans l'avenir, peut-être? Ben, c'est sûr qu'il y a des objectifs que j'aimerais atteindre, mais je me mets pas de pression là-dessus parce que je sais que dans la musique, si tu te mets de la pression, tu vas souvent faire des gestes ou des décisions que tu vas regretter. Ben oui, c'est ça. Parce que ça me tente pas de vivre de ma musique juste pour l'argent. Comme la culture aujourd'hui aime bien le montrer dans les médias, sur Facebook. Puis... donc, pour conclure, tu es d'accord avec moi que ce serait David Guetta? Ce serait notre choix mutuel qui a marqué vraiment la période après 2000, principalement. C'est lui, comme on dit, le top. Oui, exactement. Pour les gens qui veulent t'entendre sur place, parce que tu joues un peu partout, je pense que tu joues à 3 endroits différents cette semaine, entre autres. Si tu veux, je pense que ça commence le mercredi. Oui, le mercredi, jeudi, je suis au Houston, au quartier 10-30, à partir de 18h. Les vendredis, je fais aussi la cage de 16h à 10h. Ensuite, je m'en vais au Balthazar. Et le samedi, je suis encore au Balthazar, au quartier 10. Tu manques pas de travail, et ça veut tout dire. Si un DJ joue à 3 endroits dans la même semaine, dites-vous que c'est parce qu'il performe. Je te remercie, c'était très intéressant, instructif. Et il y a une raison, c'est que tu es très compétent. Et ça, c'est la raison pourquoi tu es ici. C'est pas seulement parce que tu es sympathique. Continue ton beau travail. Je crois que ta force, c'est le respect de ta clientèle. Et tu représentes la nouvelle génération. Je pense qu'avec toi, on est en voiture. À bientôt, Jay. On va se reprendre avec une autre chronique. Et je te souhaite une bonne fin de semaine et du bon travail cette semaine. Merci à toi aussi. Merci, Jay. Je vous parle maintenant du centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. C'est pas tellement dur à trouver, c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny, un service varié, très professionnel qui vous attend. Donc, le centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Merci également au Classic Gym qui est situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Nous avons aujourd'hui reçu 2 invités musicaux très intéressants. Merci à Scotty Davis et à DJ J Tonic. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.